Bonjour à tous. Alors à nouveau, on va continuer sur les retours de ma retraite de méditation. Alors c'est un épisode un petit peu parenthèse parce que j'ai abordé les doshas dans l'épisode précédent et l'Ayurveda, qui est une médecine indienne. Et bon, je vais dégrossir un petit peu pour que vous puissiez avoir peut-être un peu plus de compréhension. Alors je suis pas une spécialiste, hein, la spécialiste en tout cas, une des spécialistes que je connais. C'est Stéphanie, ma consoeur, que je ferai sûrement intervenir pour aller un peu plus loin en Ayurveda, si ça vous dit, hein. Même si c'est pas trop le sujet principal de ce podcast, c'est surtout la méditation, mais en fait ça se rejoint quand même sur certains points, parce que en connaissant son dosha, en tout cas son équilibre, euh, ça permet d'adapter sa pratique en fonction, je trouve, enfin, c'est super pertinent. Donc voilà, je pense que je la ferai intervenir. Elle propose bientôt en plus des formations, etc., enfin, des initiations pour transmettre l'Ayurveda. C'est une science qui est complexe quand même et qui nécessite de l'investissement et du temps, mais qui est vraiment un outil de transformation puissant et que si toutefois vous pratiquez le yoga, la méditation, c'est complémentaire. C'est difficile de passer outre si vous voulez vraiment sublimer vos pratiques. Donc l'Ayurveda, c'est une ancienne médecine indienne. Elle repose sur le concept des doshas, qui représentent les humeurs ou énergies vitales dans le corps. Ces doshas, ils sont essentiels pour maintenir l'équilibre de notre santé physique, mentale et émotionnelle. Lorsqu'ils sont en équilibre, notre corps est sain et résilient. Lorsqu'ils sont déséquilibrés, notre immunité est affaiblie et nous sommes plus susceptibles de développer des maladies. Donc finalement, la médecine ayurvédique, c'est du préventif. En fait, le but, c'est de ne pas tomber malade et c'est d'équilibrer toutes ces humeurs. Alors que je dirais que la médecine allopathique, on est plutôt on traite en fait une fois que la maladie est installée. Et les deux sont complémentaires, hein. Je ne mets pas en opposition. Ça va être complémentaire. Disons que voilà, la médecine allopathique, elle est super pour traiter certaines choses, et la médecine ayurvédique, elle est super pour, je dirais, venir en prévention. Même si elle va traiter, hein, les symptômes aussi, mais je dirais qu'elles se complémentent très très bien. Donc il existe trois doshas principaux: Vata, Pitta, Kapha ou Kapha. Voilà, il y a les deux façons de dire. Excusez-moi pour les pros, les puristes Ayurveda. Je ne sais pas si vous dites Kapha ou Kapha. Voilà, my bad si je me trompe, mais voilà, c'est dit. Donc chaque dosha est constitué de deux des 5 éléments de la nature, soit l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre, et régit différentes fonctions corporelles et mentales. Donc on peut, alors il se dit qu'on a un dosha dominant, mais quand je vous dis que c'est complexe, ça l'est vraiment. On peut être tridoshique, on a dans tous les cas les trois doshas, mais il va toujours avoir un qui est dominant. Tridoshique, c'est parfait, c'est-à-dire que c'est l'équilibre de tout, si j'ai bien compris. Ou on peut avoir deux doshas dominants. En tout cas, moi, c'est mon cas, avec une tendance quand même, il y a un des deux doshas qui va étouffer l'autre. Voilà, ça peut changer en fonction de ce qu'on vit, de notre alimentation, de plein de choses. Et ça peut aussi différer. On peut avoir par exemple un mental qui va être associé à un dosha, et puis plutôt le physique, notre corps physique qui va être associé à un autre. Donc voilà, il ne faut pas en faire non plus une science, enfin c'est une science, mais qui nécessite quand même un cas par cas de façon personnalisée. Donc voilà, là quand je vous dis, là ça va être très grossier en fait, hein, ce que je vais vous expliquer dans ce podcast. Et encore une fois, je ne suis pas la spécialiste, hein. Je fais du mieux que je peux pour vous apporter un peu de clarté par rapport à ce que je connais. Donc on va commencer par le dosha Vata, qui est composé d'air et d'espace, donc l'éther. Donc la personnalité du Vata, c'est le dosha de l'air et de l'espace, c'est ce qui le rend léger, mobile, changeant. C'est des personnes qui s'exaltent dans le mouvement. Les personnes dominées par Vata sont souvent créatives, visionnaires, elles adorent le mouvement et la nouveauté. Elles sont rapides dans leurs pensées et leurs actions, mais peuvent être dispersées et manquer de concentration. Ça, c'est totalement moi, hein. Je sais que je parle un peu vite d'ailleurs dans ce podcast. C'est marrant, on parle de Vata, du coup j'ai l'impression que mon Vata s'exalte et prend le dessus. Je vais essayer de me calmer, de, de ramener un peu de kapha dans ma conversation. Donc le défi de Vata, c'est qu'il a tendance à être anxieux, agité, à se sentir submergé par trop d'informations. Les individus Vata peuvent être pris dans un tourbillon d'activités, ce qui peut les épuiser. Ils ont du mal avec les règles et la routine, hein, préférant la liberté et l'improvisation. Voilà, mon dosha dominant est le Vata. Je suis Vata Kapha, mais c'est vrai que mon Vata va avoir tendance à étouffer mon Kapha.
Et moi, les règles, la structure, le cadre, c'est compliqué, quoi. Ça, c'est plus un truc de Pitta, j'y viendrai après. Pour l'apparence physique, les personnes en constitution Vata ont généralement un corps fin, léger, avec des extrémités souvent longues. Leur poids peut fluctuer, finalement, c'est souvent des extrêmes avec Vata. Ils ont souvent la peau sèche, ils manquent d'eau, hein, forcément, et ils ont souvent les articulations qui craquent. C'est pas une généralité, mais en tout cas, c'est possible que ça ressemble à des profils Vata. Alors, au niveau de l'équilibre, pour équilibrer Vata, il va être important de se concentrer sur la régularité et la stabilité. Adopter une routine. Alors, Vata déteste la routine, mais ça va être très important pour lui. Donc, par exemple, pratiquer un Hatha Yoga qui va être assez doux. Si vous avez une constitution Vata, vous avez le mental très agité, par exemple, oubliez en tout cas, dosez les Yoga Vinyasa, Ashtanga Vinyasa, où ça va vite, parce que ça va aggraver en fait Vata. Donc, on adore, hein, les Vata adorent ce type de yoga, hein, moi la première, hein, mais ça déséquilibre, donc faut doser. Je dis pas qu'il faut pas le pratiquer, je dis juste qu'il faut alterner entre un yoga doux. Le plus souvent, faire un yoga doux, de force, un hatha yoga et un yin yoga en complément, hein. Le yin yoga ne se suffit pas à lui-même, hein, mais voilà, ça va être parfait pour Vata, ça, le hatha yoga et le yin yoga. Donc pour l'équilibrer, il faut privilégier ce type de routine, manger des aliments chauds, parce que Vata a beaucoup de froid en lui, il va être beaucoup plus à l'aise avec le chaud, voilà, pour réchauffer, et des nourrissants, quelque chose de lourd, les pommes de terre, les choses qui viennent de la terre. Passer du temps dans la nature va être essentiel, bon, pour tout le monde, hein, mais Vata, en fait, ça va lui beaucoup l'aider en fait il est très dans l'air, très dans l'espace, donc en fait il est très peu dans son corps physique, il a besoin de revenir quand même aux sensations physiques. Donc le contact avec la nature, par exemple plonger dans l'eau, ça va être super intéressant pour Vata. Et évidemment les massages à l'huile chaude pour l'apaiser, ça c'est super, enfin c'est nécessaire, même si on n'a pas la culture en Occident du massage, j'avoue que c'est nécessaire, hein, pour le coup. En Inde, en tout cas, c'est répandu en fait, c'est énorme. Enfin, se faire masser, ça fait partie d'une habitude de santé. Voilà, donc on va passer à Pitta, qui lui est constitué d'eau et de feu. Alors Pitta, il est associé aux éléments du feu et de l'eau, comme je le disais, et c'est ce qui le rend très intense, chaud et concentré. Les personnes de type Pitta, elles sont souvent très organisées, disciplinées, et dotées d'un esprit logique et analytique. C'est des leaders naturels, très compétitifs, et ils se fixent des objectifs élevés. Alors moi, en bonne Vata Kapha, j'avoue que les Pitta, ils me crispent un peu. Alors leur façon d'organiser, de ranger. Mon mec est Pitta, hein, donc enfin il est Pitta Kapha, donc ça va, il a un caractère un peu rond, contrairement aux purs Pitta qui ont un caractère un petit peu triangulaire, où si ça tape sur un côté, ça va. Comme disait mon enseignant, si ça tape sur un bon côté ça va, mais si ça tape sur le côté pointu, c'est un peu compliqué. Et ça, c'est ce qui me crispe le plus chez les Pitta. Ils sont un peu colériques, un peu, enfin, en tout cas, c'est pas une généralité chez tous les pitas, mais voilà, j'ai quelques issues, j'ai eu quelques conflits avec des pitas. Il manque de rondeur parfois. Voilà. Donc, mais par contre, effectivement, ils ont des grandes qualités qui sont, voilà, cet esprit logique, la discipline. Franchement, je les admire, hein, parce que c'est pas quelque chose qui est très fort chez moi. Mais c'est juste que parfois ils vont être un peu trop compétitifs, quoi. C'est pareil, moi je suis Vata Kapha, je suis pas du tout compétitive. Et voilà, ça va me crisper un peu des fois aussi. Bon, désolé les pitas, hein, ouais, vous me challengez honnêtement. Le défi des pitas, le principal défi de Pita est de gérer sa tendance à l'irritabilité. Bah oui, évidemment. La colère et l'impatience. Bon, j'ai un petit peu d'impatience quand même, hein. J'ai quand même du feu par contre dans mon thème astrologique. J'en ai pas du tout dans ma constitution ayurvédique, mais j'en ai beaucoup dans mon thème astrologique. Donc la patience, je compatis, je suis avec vous sur ce point, les pitas. Je ne suis pas patiente. Donc les pitas, quand ils sont déséquilibrés, bah, ils vont être super critiques, perfectionnistes, ils vont être tendance à être dans le jugement, hein, envers les autres, et, ils vont être stressés justement par l'exigence de la perfection. Ils vont se mettre une pression pas possible. Ils vont avoir du coup du mal à lâcher prise. Alors là, je compatis vraiment, hein. Les pitas, ça ne doit pas être facile. Euh, j'ai ce côté-là un peu aussi parfois, parce que je suis très dans le mental. D'un point de vue physique, les personnes pitta, elles ont un corps modéré, assez musclé en général, une peau assez sensible quand même, tendance à la rougeur,
une tendance à la transpiration, ils ont souvent une digestion forte et une faim régulière. Franchement, les pitas que je connais, mais c'est des gloutons, hein. Enfin, je suis une gloutonne, hein, donc aussi, hein. Mais franchement, les pitas, je trouve que c'est un niveau super élevé, quoi. Concernant l'équilibre de Pitta, ça va être crucial de cultiver le lâcher-prise, la détente, des pratiques de refroidissement comme la méditation, des exercices modérés, des aliments rafraîchissants et une routine apaisante. Ça va être super pour Pitta, ça. On va éviter la surchauffe, hein, qu'elle soit émotionnelle ou physique, c'est super important. Donc voilà pour Pitta, c'était grossier comme voilà, encore une fois, c'était très court, hein. Si vous voulez approfondir, je vous laisserai lire des livres ou consulter des médecins ayurvédiques ou voilà, faire votre propre recherche. Parce que ça, je sais qu'à chaque fois qu'on parle d'Ayurveda, ça génère énormément de questions, mais voilà, je fais au mieux. Ensuite, on a Kapha, ou Kappa, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on le prononce. Kappa, c'est la terre et l'eau, donc régi par ces deux éléments, c'est ce qui va conférer aux personnes de ce type une nature stable, douce et ancrée. Ils sont calmes, loyaux et apprécient le confort et la sensualité. Kappa est synonyme de patience, de compassion et d'endurance. Alors Kappa, ça va être un peu les mamans. Je ne sais pas si vous voyez Ama. Ama, la personne qui fait des câlins là. Si vous ne savez pas, vous tapez Ama. Voilà, elle fait des gros câlins. Bah, ça, c'est typiquement la personne Kappa, quoi. Elle est là, elle fait des hugs, elle est pépouse, enfin, c'est vraiment pépouse, elle est posée. Franchement, c'est des personnes assez rondes physiquement souvent, alors pas toujours, hein. Moi, je suis Vata Kappa, je suis pas du tout, j'ai pas forcément de rondeur physiquement, au contraire. Je vais avoir une tendance plutôt à la forte pinceur, de façon naturelle, hein, sans que je le veuille forcément. Donc voilà, Kappa, c'est souvent des personnes qui vont être rondes, mais voilà, c'est pas une généralité. Donc le principal défi de Kappa, c'est la tendance à la léthargie. Voilà, donc je suis Vata Kappa, le matin c'est compliqué, compliqué de me lever. La tendance à la léthargie, la stagnation et l'attachement excessif. Kappa, il n'aime pas quand ça se termine, hein. Ça va être quelqu'un de très empathique. Lorsqu'ils sont déséquilibrés, les individus Kappa, ils peuvent devenir paresseux, hein, surmenés par des émotions lourdes, avoir des difficultés à accepter le changement. Donc voilà. Donc d'un point de vue physique, je disais que c'est des personnes souvent rondes, mais que c'est pas toujours une généralité. Ils ont une peau douce, une tendance à prendre du poids facilement et ils sont souvent plus lents dans leurs mouvements et dans leur digestion. Ils ont un métabolisme plus lent en général. Pour équilibrer Kappa, c'est important d'encourager le mouvement et la légèreté, l'activité physique régulière, les aliments épicés et légers, et le maintien d'une routine dynamique qui peuvent aider à stimuler Kappa. Il est aussi bénéfique pour eux de s'ouvrir à la nouveauté et de rompre avec la routine. Donc voilà pour Kappa. Alors pour des personnes par exemple comme moi qui ont deux doshas, donc Vata Kappa, il va y avoir des contradictions en fait. Je m'exalte dans le mouvement, mais à la fois j'ai un côté parfois qui peut être amené à être léthargique. Donc ça va être vraiment une gymnastique de pouvoir m'équilibrer et puis aussi de ramener un petit peu de pitta chez moi, un peu de structure, de compétition que je n'ai pas forcément naturellement. Donc voilà, si ça peut vous apporter des éclairages. Bon, je dirais que pour conclure, les doshas Vata, Pitta, Kapha sont comme des forces vitales qui influencent notre corps, notre esprit, notre être, hein. Chacun a ses qualités uniques, ses forces, ses défis, et l'objectif en Ayurveda, c'est de maintenir ces doshas en équilibre pour promouvoir la santé et le bien-être. En comprenant notre propre constitution doshique, on peut s'adapter hein, dans notre quotidien, on adapte notre mode de vie, notre alimentation, nos pratiques spirituelles pour soutenir tout cet équilibre et surtout vivre en harmonie avec notre nature profonde. Et voilà, si vous voulez vraiment sublimer toutes vos pratiques, l'Ayurveda c'est un outil puissant. Évidemment, il n'existe pas que ça, mais moi je me base beaucoup sur ça. Donc si vous voulez approfondir, n'hésitez pas si vous voulez un podcast en collab avec ma consoeur Stéphanie, dites-le moi, hein. N'hésitez pas à me faire des retours, sinon je ne peux pas deviner. Donc voilà, si ça vous a plu, si vous voulez approfondir, j'approfondirai avec grand plaisir, mais pour ça, je ferai appel à une professionnelle. Voilà, et je vous dis à bientôt. J'allais dire, je vous fais des gros bisous. Bah si, en fait, je vous fais des gros bisous. Je pense qu'on commence à devenir assez proches pour ça. Ouais, ça y est, je pense qu'on y est. Allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt.